Bonjour, bienvenue sur Bing Bong Radio pour l'édition numéro 2 de WeMove, deuxième édition. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre affluence la semaine dernière. Donc c'est une régulière. Tous les lundis, on va recevoir une personne avec nous. Une personne qui a une histoire, qui a un parcours, qui a des projets, qui sort de l'ordinaire dans tous les domaines, que ce soit sportif, artistique, culturel, politique, etc. Et 5000, un peu plus de 5000 personnes nous ont suivis sur YouTube pour la première. Donc je voulais tout simplement vous remercier. On est en direct également sur Twitch. Donc, toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui en direct sur Twitch, n'hésitez pas à réagir sur le live. Posez vos questions à l'invité qui est avec nous aujourd'hui. Et l'invité qui est avec nous aujourd'hui, c'est Monsieur Bakary Dia. Bonjour à tous et Bonjour. merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, Bakary. Je peux t'appeler Baki. Et ben en fait, c'est ça. Sur mon état civil, il y a écrit Bakary, mais mes amis m'appellent Baki. Donc, je pense qu'au début, tu peux m'appeler Baki parce que tu vas, je pense, vouloir instaurer un climat d'amitié. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la discussion, tu vas m'appeler Bakary parce que je vais être désagréable ou très mauvais. Ou peut-être que tu vas maintenir Baki parce que j'ai une personnalité qui va susciter, on va dire, la sympathie. Je pense que Baki va rester de la première à la dernière minute. Bon, bah parfait. Enchanté, Baki. Enchanté, pareil. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir. Ouais. Parce qu'en fait, Baki est une personne qui a beaucoup de casquettes sur la tête. Pas aujourd'hui, mais qui en a pas mal. Et donc, on va, en fait, l'idée de ce podcast, c'est de parler un petit peu de ton parcours. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, quelles ont été tes études, quels sont aujourd'hui tes projets que tu mènes et que je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais simplement pour faire un résumé assez rapide, Baki qui est avec nous. Alors, réalisateur, dans l'informatique. Aussi. Après de longues études. Après de longues études. J'ai même vu que tu faisais de la musique. Je fais de la musique. Présent sur Twitch. Présent sur Twitch. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Mais est-ce que ça s'arrête ? On n'espère pas. On espère que ça va continuer. C'est vrai qu'on a plusieurs casquettes, mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est moins surprenant. Avec toutes les technologies et tout ce qu'on a à disposition en termes d'observation du monde extérieur. Quand on a ce petit côté entreprenant, on a envie de tout tester. Aujourd'hui, en tout cas, je parle pour les personnes de ma génération, on a vraiment l'opportunité de tester plein de choses. Donc moi, quand j'ai eu l'opportunité d'aller pour la première fois dans un studio de musique et faire de la musique, bah, je l'ai fait et j'ai kiffé. Je me suis dit, renouvelons l'expérience. Quand j'ai eu l'occasion de pouvoir tourner mes premiers projets en tant que cinéaste, bah, je me suis lancé. Il y avait toute la technologie, toute l'information à disposition pour le faire et je l'ai fait, je me suis pas pris la tête. Ensuite, sur la partie plus IT, les longues études, ça, je pense que tu me comprendras, il faut faire plaisir à papa et à maman. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va assurer un avenir, un minimum. Comme ça, si toutes ces petites passions parallèles n'aboutissent pas, on aura toujours une sécurité, une belle vie, quoi. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton parcours ? On va dire les débuts, la genèse, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, quelles sont, on va dire, tes études ? Alors, j'ai grandi dans le 93 à Le Blanc-Ménil, jusqu'à mes 11 ans à peu près. Ensuite, à mes 11 ans, j'ai déménagé dans un petit village dans le 77. D'accord. Donc, très intéressant en tout cas de vivre ça jeune parce qu'en fait, j'ai eu, on va dire, un changement de paradigme. Quand j'étais à Le Blanc-Ménil, tu avais noirs, arabes, quelques blancs, pas beaucoup. Entre guillemets, on était la majorité visible, tu vois. Et vraiment, voilà, tu vis dans une certaine ambiance, dans une certaine fraternité. Tu vois des choses que tu ne devrais pas forcément voir enfant, mais voilà, tu composes avec tout ça et tu essaies de trouver un équilibre. Et quand tu as des parents comme les miens, c'est plutôt simple parce qu'il y avait les règles, il y avait vraiment une ambition qui nous avait été posée étant enfant très tôt. Avec des frères et sœurs ? Avec des frères et sœurs, une grande sœur, un grand frère et 3 petites sœurs en dessous de moi. Bien encadré. Bien encadré. Et en plus, moi, je suis au milieu, donc voilà, On file doux. Voilà, t'es l'anguille, quoi. Tu étais l'anguille de la famille. Tu profites des conseils des aînés, mais t'es encore assez petit pour te permettre certaines erreurs auprès des parents. Donc, non, le bon rôle. Et ensuite... L'atterrissage, donc, du coup, dans le 77. Donc, l'atterrissage dans le 77, très marrant, parce qu'en fait, on est la seule famille noire dans le village. D'accord.
Juste pour nous donner un peu le cadre. Le village, combien d'habitants? Village, 2000 habitants, je pense. Oh, c'est un beau village. C'est un bon petit village, voilà. C'est pas non plus un village reculé de Gaulois, tu vois, Astérix et Obélix avec panoramique. Non, c'est vraiment quand même un village, on va dire. T'as une boulangerie, t'as une école primaire, un collège, t'as un supermarché, voilà. T'es heureux, t'es bien. Et t'as des champs tout autour, t'as une belle forêt. On respire bien. On respire bien. Donc ça fait un peu comme Caminis, hein, Marly-Gaumont, etc. Voilà, ouais. C'est vraiment... d'ailleurs, quand j'ai le son, moi, de Camini, Marly-Gaumont, en fait, au-delà de me faire très rire comme beaucoup, je peux dire que ce son-là m'a parlé. C'est réaliste. C'est assez réaliste, ouais. C'est-à-dire que le côté... déjà, la campagne... En plus, le problème, c'est que quand tu es né dans une ville comme le Blanc-Ménil, moi, je me suis rendu compte en arrivant dans mon petit village que je connaissais absolument rien à la faune et à la flore. Il y avait des légumes, je sais que j'en avais mangé, je connaissais pas les noms. Il y avait des animaux, des odeurs que je découvrais, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que grandir dans ce climat-là, après avoir connu la ville, je trouve que c'est un bel apprentissage de la vie. J'aurais tout le temps été dans ce village-là, depuis petit. Peut-être que j'aurais pas vécu les choses avec autant d'intensité que je les ai vécues plus grand après avoir connu, tu sais, ce monde-là un petit peu, comment je pourrais le décrire ? Un peu aseptisé, avec du béton, avec des grandes tours, avec des gros bâtiments, tu vois. Donc arriver là, c'était déjà un... Ouais. Ça a été une expérience positive d'arriver dans ce village-là. Comment tu l'as vécu, toi, les premiers mois, les premières années? Est-ce que ça a été compliqué ou... Tristesse. Ouais. J'avais un meilleur ami à Blanc-Ménil qui s'appelait Alexis. C'était vraiment... c'était limite mon frère, quoi, tu vois. Brother from another mother, comme ils disent les Américains, tu vois. J'étais vraiment avec lui, c'était un lien très, 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 très fort. Et du coup, quand on a déménagé, en fait, tu dois te refaire des amis. Et c'est pas aussi facile parce que tu viens d'un... Je sais pas comment dire ça. Tu viens d'une autre soupe, en fait. Tu viens d'une autre... limite d'un autre pays, t'as l'impression. En fait, vraiment, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais la vie en banlieue... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus... Les codes se mélangent un peu mieux parce que t'as maintenant les réseaux sociaux et donc tout le monde sait ce que fait... ce qui est populaire, entre guillemets. Bien sûr. Mais quand tu viens d'une vraie ville et tu déménages en campagne, tu as vraiment un vrai choc de culture, tu as l'impression que tu as changé de pays. Et donc même pour se faire des amis, au début, pas forcément... Est-ce que dans l'autre sens, justement, quand toi t'es arrivé avec ta famille, etc., est-ce que tu as senti des regards? Est-ce que c'était de la curiosité? Comment ça s'est passé aussi de l'autre côté? Comment tu l'as vécu? Parce que ça, c'est intéressant, parce que j'élargis un petit peu à l'aune là, de toutes les questions qu'on peut avoir dans la société qui nous traverse, etc. Toi qui as vécu ce passage d'un environnement à un autre, dans un moment où les gens se questionnent sur c'est quoi l'identité, c'est quoi être français, etc. C'est quoi pour toi cette renaissance-là dans cet environnement-là? Est-ce que... T'as posé une superbe question. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Et comme tu l'as dit, là, à la lumière de toutes ces questions qu'on a autour de la société, peut-être ce que je vais dire, c'est que en fait, ça n'engage que moi. Chaque expérience est personnelle. Exactement. Donc moi, les messages, ou en tout cas l'apprentissage que j'ai eu de par cette expérience, elle est vraiment propre à moi et peut-être c'est pas une vérité absolue. Mais déjà, nous, quand on est arrivé dans ce village-là avec ma famille, on a eu un conditionnement. C'est-à-dire que mes parents, c'est vraiment la famille malienne où la particularité souvent qu'on dit des Maliens, c'est qu'on est discret, travailleur. Et voilà, on fait notre vie, on essaie d'embêter Pas faire de vagues. On fait pas de vagues, on est toujours souriant. Ça, c'est vraiment notre culture. Et le conditionnement de mon père, je me rappellerai toujours, j'ai 11 ans, il nous ramène tous dans le salon, ma grande sœur, mon grand frère, moi et ma petite sœur. Grosse réunion. C'est-à-dire, on n'est même pas encore allé à l'école, pour te dire. Il nous pose dans le salon. Et mon père, il était très comme ça, tu vois. C'est-à-dire, c'était le papa qui aimait bien, des fois, théâtraliser un peu les choses. Mais je trouve que c'est bien, parce que quand il a un message comme ça à te faire passer, le fait d'arriver, d'avoir ce ton grave, les enfants, venez vous asseoir. On s'assoit. Il n'y a pas un bruit. Il laisse ce petit temps de silence. Il laisse ces 30 secondes où on se regarde tous entre frères et sœurs. On se dit, bon, qui a fait une connerie? Et là, il se pose, il se dit, bon, on a déménagé. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Là, je vais vous poser des bases et des règles que vous allez devoir respecter et je serai intransigeant là-dessus. Je veux pas que vous vous fassiez remarquer. Je veux pas que vous ayez des problèmes avec des voisins, des bagarres, des insultes. Alors, l'avantage qu'il avait, c'est que même à Blanc-Ménil, on n'était pas du tout dans ça. Nous, on était vraiment... franchement, les bons enfants, on faisait des petites bêtises, mais c'est vraiment des trucs... d'enfants. Donc, il nous pose les bases. Il nous dit, voilà, si demain,
j'apprends que vous vous êtes embrouillé avec une personne du village, que vous ayez tort ou raison, ça m'intéresse pas. C'est vous qui allez prendre. Tu vois. Donc il nous dit, voilà, on est la seule famille de Noirs. Et il nous a toujours tout de suite mis une grosse responsabilité sur les épaules. On est la seule famille noire dans ce village, donc on représente toute une communauté. Bien sûr. Donc il n'y a pas de « Ah bah voilà, le village, on accueille entre guillemets des Noirs et regarde ce qu'ils font. » Il nous a posé les bases. Donc déjà... C'était l'ambassadeur de tous les Noirs de France. J'étais l'ambassadeur de tous les Noirs de France dans ce petit village. Donc, grosse responsabilité. Je me sentais comme Martin Luther King. Du coup, et alors, après quelques mois, est-ce que l'ambassadeur là, a accompli sa mission ou pas? En fait, il y a eu un deuxième conditionnement qui, du coup, autant le discours du papa, il était très inspirant, parce que tu te dis, waouh, j'ai une petite responsabilité sur les épaules, il y a du poids. Mais ensuite, je fais ma première journée à l'école, et en fait, le directeur, quand j'arrive, on me laisse pas tout de suite aller dans la cour de récréation, dans ma classe. Le directeur, il veut voir moi et mon père, tu vois. Donc, il nous accueille dans le bureau, et le directeur, il a un discours qui, pour le coup, n'était pas inspirant, mais qui était limite révoltant. Où toi, tu vis ça comme une injustice. Okay. Donc, en fait, il te regarde, et il te dit... il regarde moi et mon père, hein, tu vois, il nous balaye tous les deux du regard, il nous dit, écoutez, ici, c'est une école bien, c'est une école calme. Il me regarde, il me dit, nous, la cité, les trucs comme ça, on n'est pas dans ça. Donc, on veut pas que vous fassiez de conneries ici. Tu vois. À 11 ans. Donc à 11 ans. T'as 11 ans. J'ai 11 ans, je rentre en CM2. D'accord. Tu vois. Donc, il me dit, alors peut-être que je rentre à 10 ans, je vais sur mes 11 ans, mais voilà, 10-11 ans, il me dit... voilà. J'avais encore un peu l'innocence de l'enfance. C'est ça. Donc, toi, tu arrives, tu dis, ah ben moi, ma première journée de cours, en plus, moi, j'ai toujours été assez, tu sais, jovial, machin. Et je me dis, je vais me faire des copains, c'est bien une nouvelle école. Et lui, il arrive, il nous dit, non. Enfin, il me dit, je t'ai à l'œil. Est-ce que ça conditionne un peu une scolarité, ça, par rapport à ta formation? Est-ce que ça t'a un peu conditionné? Entre autres, hein, bien sûr, parce qu'il y a plein d'expériences qui font que... Parce que j'avance un peu. Donc, tu as été diplômé, tu as un master au final, master 2. Ouais. Système et réseau, si je dis pas de bêtises. Système et réseau, voilà. Je connais un peu ton parcours. Je connais ma vie. Mais du coup, est-ce que ça conditionne? On se dit, je vais aller me surpasser, je vais aller me dépasser, je vais montrer que, en fait, l'image qu'on a de moi n'est pas celle qui est reflétée ou qui... Comment ça se passe? En fait, pour être franc, cette discussion dans le bureau du directeur, pour être franc, je sais aujourd'hui que à l'instant T, je l'avais pas comprise. Donc ça n'a pas vraiment conditionné mon après. En fait, je l'ai vraiment pas compris. Dans ma esprit, c'était mais pourquoi il me dit ça en fait? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce que j'ai pu faire avant Moi, j'étais vraiment dans l'innocence de me dire s'il m'a dit ça, c'est peut-être que juste avant j'ai fait un truc. Bien sûr. Donc j'avais pas compris en fait le message sous-jacent de t'es noir. On sait que du coup, par rapport à ton parcours, on sait que tu viens de Leblanc-Ménil. On connaît tous ces clichés potentiellement sur la banlieue. Donc on va te les apposer en te disant t'as pas intérêt à faire des conneries parce qu'on t'aura à l'œil. Donc moi en fait, intellectuellement, j'avais pas les outils nécessaires pour comprendre ça. Je l'ai compris bien après en fait. Donc non, en fait, moi quand j'arrive, ce conditionnement de réussir à l'école, ça a été d'une part inculqué par mes parents, et j'en reviens à mon pote Alexis. Pourquoi c'était un ami? Aujourd'hui, je me rends compte qu'il a été déterminant dans ma vie. C'est parce qu'en fait, on se concurrençait à l'école. C'est-à-dire, c'était une amitié où on se disait, je vais avoir une meilleure note que toi. Je vais être meilleur que toi. Mais toujours jamais avec une concurrence malsaine. Une concurrence saine. Une concurrence très saine. Je faisais mes devoirs chez lui. Sa mère, elle était à fond. Elle était sur nous. Et du coup, en fait, moi, l'école, c'était à la fois un bon moment parce que je voyais mes copains et en même temps, c'était de la compétition. Je dois être meilleur que tout le monde. Donc moi, l'école, enfin en tout cas, ma scolarité, je l'ai vraiment appréhendée comme ça. Je dois être meilleur que tout le monde. Donc j'étais déjà, entre guillemets, déjà conditionné. Son discours, il a juste commencé à poser, on va dire, des petites briques de ça va être différent. Je sais pas quoi encore, mais je sens qu'ici, au-delà du fait que je sois nouveau, machin, il y a un truc de différent qui va se passer. Et je suis encore gamin et j'apprends encore tout ça, on va dire. Donc en fait, tu grandis. Tu as un cocktail de Leblanc-Ménil et du petit village de 77 dans lequel tu es. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? On va retenir que les côtés positifs pour le coup, parce qu'on on a abordé les côtés un peu... Et honnêtement, il y a 95%, 98% de positifs et 2% de négatifs que j'ai balayé, quoi. Le positif, déjà, ça a été sur des trucs tout bêtes, ça a été sur le vocabulaire. D'accord. Je suis retombé, il y a un pote qui m'a remontré une vidéo où j'avais 11 ans, venais d'arriver. En fait, ils ont fait dans le village, ils ont fait un lotissement. Donc, c'était un lotissement de 50 maisons. Justement, c'était un projet de promotion immobilière. Et c'était pas très loin, en fait, finalement, d'où on habitait à Blanc-Ménil. C'était peut-être à 30-40 minutes en voiture. Donc, c'était parfait pour des gens, peut-être qui, tu sais, je connais ce genre de parents, ou même des gens qui, à un moment donné,
Il faut garder les attaches. Voilà, il faut garder quand même les cousins, les cousines, les amis à proximité, mais en même temps, on a désormais un pouvoir d'achat qui nous permet d'offrir une meilleure vie, un meilleur environnement à nos enfants. Donc moi, dans ce village, c'était beaucoup ça. Donc en fait, c'était un village où je me rappelle, il y avait un Mauricien, il y avait 2 Asiatiques. Donc il y avait quand même un petit brassage et des gens, je pense, du village qui se faisaient plaisir en se prenant un pavillon dans ce village-là. Et déjà, le truc quand on vient d'arriver dans ce village, on me montre une vidéo où je venais d'arriver et j'avais vraiment un vocabulaire de petite banlieue. Mais très, voilà, tu tournes sur les mêmes mots, tu as un argot, tu as même un accent. En fait, tu as vraiment un accent de banlieue qu'aujourd'hui, je serais incapable de refaire sans être en mode caricature, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de côtoyer des gens d'un autre milieu et peut-être un peu plus, comment dire, culturellement et intellectuellement plus armés, ça m'a permis de développer un vocabulaire, de développer une nouvelle grammaire, de m'exprimer un peu mieux, de perdre peut-être cet accent de banlieue. Et en fait, du coup, mon insertion dans la vie active, je sais que ce parcours et ce stage-là dans ce village-là, il m'a permis d'être complètement à l'aise et de ne pas être dépaysé quand tu arrives, finalement, quand tu sors du cursus scolaire et tu dis, bon, maintenant, j'arrive dans la vraie vie. Mmh. Tu te rends compte, ah, mais mince, dans la vraie vie, on parle pas comme je parle chez moi, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça, il y a d'autres codes, d'autres cultures, d'autres façons de se comporter. Perspectives. Ça m'a complètement ouvert mes chakras. Et aujourd'hui, moi, je suis un caméléon. C'est-à-dire, je peux aussi bien être à l'aise avec mes anciens potes d'enfance de banlieue qu'avec des potes un peu plus bourgeois que j'ai rencontrés lors de mes études supérieures ou dans mon boulot ou dans mes différents métiers aujourd'hui, quoi. On va avancer un petit peu plus. Ouais. Pour parler un petit peu de ta formation et tes premières expériences professionnelles. Ouais. Donc, quand on parle de réussite, quand on parle d'exemple, c'est d'abord, du coup, ces expériences professionnelles-là qui ont bâti un petit peu ce que tu es. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes études éventuellement supérieures et où est-ce que ça t'a amené comme type d'expérience professionnelle? Parce que je tiens juste à le rappeler. Donc, on a dit master, système et réseau. Si je me trompe pas, tu as un peu plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de... ça passe vite. Hein. Dans le domaine de l'informatique. Ouais. Et pour des entreprises quand même d'une certaine taille. Donc, je crois que tu es passé par la BNP. BNP Paribas. Tu es passé par AXA, tu es passé par des agences de conseil. Ouais. Ça aussi, c'est un marqueur de réussite. Ouais. C'est un exemple pour beaucoup d'entre nous qui cherchons justement des exemples et aller se dire, ouais, moi aussi, je peux rentrer dans des grandes entreprises, moi aussi, je peux rentrer dans des postes à responsabilité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et ton intégration dans ce monde-là? Mon intégration dans le monde du travail, il s'est fait pour moi de la meilleure des façons possibles, à savoir par l'alternance. J'ai fait mon bac S et j'ai eu la chance, j'étais pas mal impliqué, moi, dans mon village, dans la vie associative. Et il y avait une des personnes, souvent, qui m'appelait pour me dire « Ah, on a besoin d'un arbitre de touche le matin, tu peux nous dépanner ?» Donc moi, qui ai adoré le foot, et j'étais un lève-tôt déjà depuis très petit, ça me dérangeait pas. Et il s'avère que dans une association sportive, tu as des gens qui viennent de tout horizon. Il y en avait un qui était responsable informatique dans une boîte à Colombes. Et je finis le lycée, je fais mon bac S, j'avais pas envie de faire forcément des études de médecine ou d'avocat, je voulais très rapidement travailler, j'avais ce côté très geek, donc je savais que je voulais aller dans l'informatique. Et je balance l'idée, je pense, lorsque j'avais le BAFA, j'étais aussi animateur dans mon petit village, donc je balance l'idée en disant, voilà, je finis le bac, j'aimerais bien faire tel type d'études. On me dit, contacte un tel. En plus, il t'apprécie beaucoup, je t'ai beaucoup apprécié dans le village, donc vas-y, je pense qu'il peut te donner une opportunité. Je lui parle de moi, il me dit, ah non, mais si c'est toi, il n'y a pas de souci, viens, donne-moi un CV, donne-moi ton école, t'inquiète pas, c'est bon. Le réseau. Le réseau. Le réseau du village. Le réseau du village. Le réseau du village fonctionne bien. Ah, le réseau du village, il est exceptionnel. La 5G était déjà installée, ça. Non, le réseau du village, il est exceptionnel. Après, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Bien sûr. Donc, moi, ça a été pour le meilleur, mais dans ce petit village, tu fais une petite connerie, tout le monde le sait, quoi. Donc déjà, on peut faire un petit point, parce que si on s'arrête un petit peu dans ton parcours, et moi, ce qui m'interpelle tout de suite dans ce que tu me dis, dans ce que tu me racontes, c'est cette faculté à aller vers les autres. Ah, complètement. Ça, c'est un élément assez important dans moi, j'ai toujours eu cette facilité. D'où ça vient, je ne pourrais pas te décrire un événement particulier qui a fait que j'ai toujours eu cette ouverture, mais moi, j'ai toujours aimé parler aux gens. Voilà, j'ai toujours aimé parler aux gens. J'ai vraiment toujours été très curieux de ce que les gens faisaient. Et c'était une curiosité sincère. C'est pas une curiosité feinte pour, je sais pas, derrière peut-être gratter quelque chose ou gratter des faveurs. Moi, ça a toujours été, tu peux me dire, je suis, je sais rien, moi, je suis plombier spécialisé dans le débouchage sur une plateforme pétrolière. Je vais devenir fou. Je vais dire, waouh, le métier de dingue, et je peux tenir la conversation pendant une soirée, voire plus si t'es pas fatigué de moi, quoi. Ça va souvent être déterminé comme ça. Donc moi, effectivement, dans ce village,
toujours à parler avec tout le monde, à sympathiser avec tout le monde, à faire rigoler tout le monde. Et naturellement, je me rappelle, il y avait un des doyens du village qui me dit: «Ah bah, on cherche des jeunes comme toi pour leur faire passer le BAFA Mhm. gratuitement». Donc le BAFA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de cursus en 3 étapes. Tu as de la théorie, de la pratique, et cetera, qui te permettent d'être animateur en centre de loisirs. Donc moi, c'était nickel parce que du coup, bah, pendant mes vacances, scolaires, quand j'étais au collège et au lycée, en fait, je travaillais en centre de loisirs. Je travaillais avec les enfants, donc les enfants qui avaient des parents. Le village étant petit, bah, tous les enfants me connaissaient, donc tous les Bien parents me sûr. connaissaient. Bien sûr. Donc tu crées comme ça une réputation, bah, plutôt élogieuse. J'étais aussi entraîneur de foot dans ce village-là, donc j'avais aussi tous les gamins de 10 à 11 ans, donc je connaissais tous les enfants et tous les parents. Et donc ouais, comme tu dis, en termes de réseau, je sais que si j'avais besoin de quelque chose, il y avait toujours, Et et c'est tu vis toujours dans le même village. j'ai déménagé à Paris, après mes études parce que je voulais vivre la vida loca. Mhm. Et ensuite, une fois que j'ai bien, vécu cette vie-là, je suis revenu parce que je me suis dit: «En fait, Parce que c'est ici que je suis plus à l'aise, parce quoi». que la prochaine étape, c'est d'être maire du village, si j'ai bien compris. Ah, c'est pas Entraîneur de impossible. foot, BAFA, t'es Ah, partout en c'est fait. pas impossible. Je le laisse un peu profiter, mais bientôt il va voir un candidat arriver, ils vont Incessamment sous peu. ouais. Mais moi, en fait, le problème, c'est que je suis tellement un homme de conviction et tellement convaincu, parfois, que ce que je fais, c'est la bonne chose, que je pourrais très rapidement basculer dans la dictature. D'accord. Ouais. Ça, c'est inquiétant quand même. Moi, je pense que je Ouais. serais un maire totalitaire. Bah, tu sais quoi? Continuons sur le domaine du professionnel et de l'artistique. OK. Laissons la politique aux gens qui sont Ah! modérés. Et du coup, donc, ouais, du coup, tu rentres dans cette entreprise. En tant qu'alternant. Ok, Et du coup, imagine le truc, c'est que la boîte était à Colombes. Moi, j'habitais dans un petit village 77, donc c'est à l'opposé. Si tu prends une carte de ouais, l'Île-de-France, c'est vraiment, bah, les 2 endroits sont complètement opposés. Et la première chose où je me dis: «Mais comment les gens font?» c'est-à-dire comment les gens actifs font tous les matins, c'est le réveil et le train. C'est-à-dire que me lever aussitôt, j'avais jamais fait. d'accord. Vraiment, je devais mettre mon réveil, je crois, à 6h30 du matin. Les yeux encore brouillés par le Les yeux sommeil. encore collants. Ouais. Donc tu dois te débarbouiller, prendre ta douche, te préparer, s'assurer que tu as toutes tes affaires, aller prendre ton bus, puis ton train. Donc j'avais quasiment 1h30 de transport. D'accord. Et je me disais: «Mais comment les gens font au quotidien?» Et la valeur travail, là, je l'ai comprise tout de suite. Hmm. Et j'arrivais au boulot, mon corps était tellement pas habitué à ce rythme-là que je m'endormais. C'est-à-dire, tu me mettais devant l'ordinateur, c'était intéressant, j'arrivais et boum, je somnolais. Je me dis: «Mais» et il m'a fallu vraiment un gros temps d'adaptation. On commence vraiment par le début, À c'est-à-dire l 3 heures aller-retour par jour, ça commence à faire beaucoup. c'est ça, Mais c'est le quotidien de beaucoup de personnes en et Île-de-France. c'est le quotidien de beaucoup de personnes, voire même pire. Il y en a, ils te disent: «Ah non, moi j'ai 2 heures, Hmm. j'ai 2 heures et demie». Je me dis: «Waouh!» Je me lève à 5h, je prends ma voiture pour aller à tel endroit parce que dans mon village ou dans où je suis, j'ai pas de gare. Nous, la chance qu'on avait dans mon petit village, c'est qu'on avait au moins une gare, donc ça va. Mais je t'ai même pas demandé le nom du village. Parce qu'en en fait, les gens s'interrogent, on parle du village comme si c'était quelque chose de caché. Non. Bah, aujourd'hui, c'est devenu une petite ville une ville enfin, c'est un village dans une ville ou une ville dans un village, je sais pas comment le décrire. Le village s'appelle Saint-Marc. D'accord. Donc voilà, c'est un petit village qui est cher à mon cœur. Bah, j'espère que les gens de Saint-Marc ne se sentiront pas insultés de dire que c'est petit. Ah non, non, non. Non, là-dessus, faut factuellement, si on regarde même, la C'est cartographie, petit. c'est petit. Donc non, ils se sentiront pas offensés, c'est factuel. Et donc, du coup, tu commences cette alternance. Est-ce que tu continues sur cette voie? Tu continues à travailler avec la même entreprise? Est-ce que tu... Alors cette entreprise-là, j'y reste pendant 2 ans. 2 ans où j'ai, la chance d'avoir, 2 pédagogues, hors du commun. J'ai, une personne qui s'appelle Benoît, qui est vraiment mon tuteur direct et il a son N+1 qui s'appelait, Jean-Claude et Jean-Claude, en fait, c'était son beau-père. D'accord. Donc les 2 travaillaient dans l'informatique, Jean-Claude était vraiment Le ce qu'on appelle le référent. RSSI, le responsable du service système d'information et Benoît, c'était vraiment, son bras droit Ok. mais qui était extrêmement talentueux et qui touchait à tout. Système, réseau, sécurité. Il faisait du cloud computing, du développement, il gérait des bases de données. En fait, c'était Hmm. vraiment le en fait, aujourd'hui, moi, au début, c'était naturel pour moi. Quand tu es informatique, bah, tu es obligé d'avoir plusieurs casquettes. Pour avoir bossé dans des grands groupes, je me rends compte qu'en fait, ce mec-là, c'était un ovni. Hmm. Parce que dans les grands groupes, chacun a son rôle Sa bien spécialisation. sa spécialité. Tu vas pas commencer à t'amuser à faire ça et ça et ça parce que tu t'en sors pas. Et lui, bah, il a réussi à endosser ce rôle-là pendant plusieurs années et pour ça, chapeau. Et du coup, un Est-ce qu'en super rentrant mentor. dans ce domaine-là, bon, tu savais que c'était un domaine qui était porteur, Ouais. forcément. Est-ce que tu pensais que ça allait devenir aussi important? Est-ce que tu savais que ça allait être, pour beaucoup, une carrière qui était vraiment prometteuse?
Bah, moi, déjà, je sais que quand j'ai commencé l'informatique, j'étais très pragmatique. Dans le sens où je me disais: «Bon, quels sont, comme tu l'as dit, les domaines d'activité qui sont preneurs, qui recrutent et où on se fait de l'argent?» Vraiment, c'était un calcul limite très froid, en me disant, «Je sais qu'intellectuellement, je pourrais faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui me garantit une certaine sécurité, de l'argent et de ne pas avoir à me soucier de». Et c'est ce que les gens recherchent beaucoup aujourd'hui. Exactement. Pour moi, c'était mes critères, que je D'accord? m'étais déjà apposés, depuis le lycée et je suis très satisfait d'avoir fait ce choix parce que comme tu le dis aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine explosion où en fait tout tourne autour du système d'information, Bien quoi. sûr. Donc non, non, pour le coup, oui, j'étais arrivé avec une certaine stratégie en me disant: «Je sais que je pense être Dans le bon domaine. dans le bon domaine» et ensuite c'est allé que de surprise en surprise en me disant: «Ah mais en fait je suis en train d'effleurer peut-être seulement, 10 de ce qu'est vraiment l'informatique, quoi». OK. Et aujourd'hui, du coup? Et aujourd'hui, du coup, j'ai fait 2 ans dans cette boîte-là. Ensuite, j'ai fait 3 ans dans une autre, alors autant dans la première boîte, j'étais vraiment, on va dire, en interne. Donc c'était vraiment, tu as les salariés de cette boîte-là où on bossait entre guillemets pour améliorer le quotidien informatique de ces personnes-là. D'accord. Ensuite, mes 3 autres années, c'était un tout autre contexte parce que ça m'a donné les prémices du consulting. D'accord. Parce que j'étais dans une SS, ce qu'on appelle une SS2I ou une ESN, où en gros, on avait nous nos compétences informatiques qu'on mettait à disposition de sociétés. Et moi, particularité, j'étais toujours en alternance, je venais de finir mes deux premières années, donc il me restait 3 années. Et en fait, on m'interdisait de me présenter comme étant, étudiant en alternance. D'accord. Je devais vraiment arriver auprès de ces sociétés-là en disant: «Non, Je moi je suis suis consultant. confirmé senior, je suis consultant». Je pense que la boîte qui faisait ça, bah, très maligne parce que du coup, elle me payait au prix Un d'un alternant. alternant, mais elle me vendait au prix d'un consultant. Donc au niveau de la stratégie, même auprès d'eux, j'ai appris. Je me suis pas senti lésé, tu vois, pour autant. Mmh. Pour moi, c'était vraiment smart ce qu'ils faisaient, surtout quand tu avais ensuite un bon profil, où tu savais qu'ils allaient bien te représenter chez le client et qu'il allait être Bien assez sûr. mature pour assurer le coup. Et du coup, ouais, quand j'arrive là-bas, j'avais interdiction de me présenter comme étant, alternant. Donc je devais mentir sur mon âge. Et des fois, tu y penses pas, toi, tu es jeune, machin, on te dit: «Tu quel âge? Tu es prêt à dégainer?» Bah, j'ai 20 ans. Je dis: «J'ai, 26 ans». Même pas, un berbe, une petite voix, même pas encore, j'ai même pas fini ma puberté, je suis pas sûr. Et ouais, je devais me présenter comme étant un cador, quoi. Mmh. Et ça aussi, ça a été une expérience incroyable parce qu'en fait, tout de suite, je me suis mis dans la peau de: «OK, je suis pas, le petit minot, le petit stagiaire qui, dans toute autre boîte, bah, voilà, on te conforte dans cette position-là en te disant: "Bon, tu viens d'arriver, tu es le petit stagiaire, normalement, tu vas juste, faire des tâches très répétitives"». Non, moi, ils m'ont dit: «Tu as le cerveau qu'il faut, allez tiens, vas-y». Donc tu as plutôt saisi ça comme une opportunité de, développer tes Ouais, compétences. comme un challenge, tu vois? Comme un challenge en me disant, bah, si les gars me font confiance, bah, je vais bien leur rendre, quoi. OK. Donc toi, tu as l'expérience du coup entreprise et Ouais, consultant dans une SS2I. c'est ça. C'est quoi la différence pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas forcément exactement la différence? Comment tu décrirais en fait ces 2 expériences, on va dire avec les côtés positifs et les côtés négatifs des 2 types d'entreprises? C'est-à-dire moi, je suis en gros dans mon entreprise, Mmh. je suis, intégré, je suis interne. Ouais. Je travaille pour, comme tu disais, l'amélioration des process de mon entreprise Mmh. et à côté, je vends une prestation. Comment ça se passe du coup entre les 2 et Alors, ça va dépendre des profils. Je dirais que, être en interne dans une boîte, les avantages, c'est que, voilà, tu as pas à te soucier finalement de l'après. Tu as pas à te soucier de l'après, c'est-à-dire que tu arrives dans cette boîte-là, tu es interne, tu as une mission qui est bien définie. Tu peux te projeter sur du généralement, c'est comme ça, tu te projettes sur du très long terme en te disant: «Bon, bah, potentiellement, cette boîte-là, j'y suis pendant 5, 10, 15, 20 ans, peut-être que je vais même finir ma vie là-bas». Donc tu appréhendes les choses avec plus de sérénité et du coup, tu es sur des projets où tu te dis: «J'ai pas besoin d'être dans le rush intégral». Peut-être que, ben, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, ce que j'aurais mis en place, c'est là où je vais commencer à voir les résultats. Donc tu arrives mieux à te projeter. Quand tu es consultant, généralement, c'est des missions très courtes, de quelques mois, de quelques années. Généralement, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans maximum et là, en fait, tu arrives, c'est du one shot et quand en plus tu es consultant, moi, la chose qui peut en déranger certains, c'est qu'à chaque fois que tu dois aller auprès d'un nouveau client pour démarrer une nouvelle mission, en fait, c'est comme si tu repassais un entretien d'embauche. Parce que le client qui est en face de toi, il veut savoir s'il a en face de lui quelqu'un de costaud qui va bien pouvoir, sûr. gérer tout ça. Donc on te fait repasser des entretiens d'embauche. Donc parfois, tu peux avoir un consultant qui a, 20 ans d'expérience, qui a une quarantaine d'années. Bah, quand il va se vendre auprès d'un client pour dire: «Bah, oui, je peux répondre à votre appel d'offres», bah, il va se revendre comme si, c'était un minot qui doit repasser un entretien d'embauche. Mmh. Ce que tu n'as plus quand tu es en interne dans la boîte, tu es, voilà, tu es en place et Tout tu vis roule. ton circuit, voilà, tu vis ton circuit. Après les avantages que tu peux avoir, sur l'aspect financier, c'est qu'en interne, tu négocies un salaire à l'entrée et comme toutes les boîtes en interne, bah, tu as des petites augmentations par an, voilà, de, 2-3-4-5 voilà, ça dépend comment tu négocies. Dans le monde du consulting, l'évolution est exponentielle. Mmh. C'est-à-dire,
tu peux commencer avec le même niveau de rémunération qu'une personne qui sera en interne dans la boîte, mais tu prends les deux profils, celui qui a toujours été dans cet esprit de consulting, tu verras que son salaire, il est peut-être 2 ou 3 fois plus important que la personne qui a choisi de faire un parcours en interne. Et généralement, d'ailleurs, quand tu es consultant porté par une boîte, très rapidement, tu comprends un peu la logique. Tu comprends, en fait, tu as une boîte qui, en fait, te fait juste profiter de son portefeuille de clients, qui te dit, nous, ces clients-là nous font confiance, donc vas-y, viens chez nous. Euh, voilà, fais ta prestation, fais ce que tu sais faire chez ce client-là, tu nous représentes. Nous, on te verse un salaire, donc tu as une certaine stabilité. Et toi, en fait, tu comprends que on commence à te parler de TJM. C'est quoi TJM? Donc, c'est ton taux journalier moyen. Donc, ce que la boîte, en fait, chez laquelle tu fais ta prestation, te paye par jour Mmh. pour que tu sois là, quoi, tout simplement. Et en fait, des fois, tu comprends que, OK, moi, je suis là pendant, allez, on va arrondir à 20 jours dans le mois, et tu es vendu entre 600 et 1 000 € par jour. Donc, pour que le calcul soit facile, tu te dis, bon, vas-y, je suis vendu 1 000 € par jour. Bah, 1 000 € fois 20 jours, Voilà ce que je rapporte. voilà ce que je rapporte en fait à la boîte par mois. Sauf que moi, ils me versent peut-être un salaire, j'en sais rien, moi, à 2 000 € ou à 3 000 €. Tu te dis, mais attends, mais si je me mets en freelance et que je récupère tout cet argent, même si derrière je paye des charges, etc., comme la boîte en fait les paye Mmh. finalement, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise. Et quand des personnes arrivent à avoir ce basculement psychologique, bah là, en fait, c'est plus des salaires à 2, 3, 4 que tu te fais, mais c'est des salaires souvent à 10 000 €. Bien sûr. Si tu en plus, tu arrives à faire un peu d'optimisation fiscale, etc., bah, tu peux exploser. Et si Encore faut-il avoir le profil d'accepter d'être freelance, j'imagine. Exactement. Parce que le côté freelance, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que tu es assez indépendant pour pouvoir gérer ton portefeuille client? Parce que là, tu es plus juste chez ton client et tu fais ce que tu sais faire techniquement. Maintenant, il faut gérer de l'administratif, de la comptabilité, de la fiscalité. Il faut gérer ton côté relationnel, ton portefeuille, ton réseau. C'est un autre métier, quoi. Et toi, est-ce que tu as déjà passé freelance? Je suis jamais passé freelance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça correspond pas. Ça Une correspond. personne active, une personne comme ça, déterminée, autonome, qui passe pas freelance. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'au moment où j'aurais pu. Généralement, les personnes qui passent freelance, c'est après plusieurs expériences. C'est-à-dire, ils ont fait des gros groupes, ils ont un CV vraiment, vraiment costaud. Et généralement, tu deviens freelance à partir de tes 35, 40 ans. Donc, moi, j'ai pas encore mes C'est 35 pas, on ans. n'a pas encore passé le cap des J'ai pas 30 ans. encore passé le cap de l'âge. Et surtout, bah, moi, j'étais encore en train de me dire, bon, bah, je vais peaufiner mon CV. Avec des gros groupes, j'ai bossé pour la BNP, pour la Société Générale et aujourd'hui pour AXA. En fait, ce qui s'est passé, un élément déterminant, c'est que AXA m'a proposé une embauche. Donc j'ai fait 2 ans et demi chez eux et ils ont dit: «On veut absolument te garder, tu es le genre d'élément qu'il nous faut», et ils m'ont proposé une embauche et le salaire qu'ils me proposaient, difficilement refusable. Mmh. Et comme j'étais en parallèle de ça, dans tous ces projets à la fois cinématographiques d'abord, ensuite musical et d'autres projets d'investissement, bah, je m'étais dit: «J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'avoir, voilà, ce petit truc qui, m'assure, un bon salaire, une certaine, facilité, on va dire, dans mon Mmh. approche professionnelle pour pouvoir, bosser, Tranquillement à tranquillement côté. à côté, quoi». Bah, justement, la transition est toute trop. Mais c'est Parfaite. magnifique. Ah, je Je crois qu'on va se revoir la semaine prochaine, si tu veux bien. Donc, les projets. Ouais. On va parler un peu de projets artistiques et culturels. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ton profil est très intéressant, différent, dissonant, etc. Complètement. Je me suis un peu plongé dans ce que tu fais. Ouais, On va venir dans l'expérience la plus récente dans le temps. ouais, Donc, tu t'es lancé dans la réalisation, ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, avec un premier court-métrage. ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu à tout bon On est pour sur le un moment. court-métrage, donc j'en parle pour les personnes qui nous regardent. Ouais. Baki qui est ici. On mettra les liens en bio, donc pour aller voir ce que fait Baki, etc. Parce que des choses intéressantes. Et un premier court-métrage qui s'appelle Yuri, Exactement. c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Et bah, Yuri, c'est mon entrée dans le monde du cinéma et on va dire, une entrée que je voulais, tout de suite très professionnelle. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai beaucoup étudié l'industrie du cinéma. Moi, je suis quelqu'un avant d'aller dans un milieu ou dans un secteur d'activité, je me dis: «Bon, c'est quoi les, dynamiques? C'est quoi, bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fait concrètement Bien sûr. pour faire un film?» Donc j'ai eu déjà une grosse phase peut-être d'1 an et demi où j'ai commencé à apprendre, ce métier-là, D'accord. de par l'extérieur, et dès que je me suis senti prêt, dès que j'ai pu être entouré des bonnes personnes, je me suis dit: «Bon, OK, je vais faire mon premier court métrage». Avec une stratégie en me disant: «Moi, j'ai pas envie de faire que des one shot. Généralement, j'ai envie de pouvoir vendre ce produit-là». Je le vois aussi comme un produit. Je sais que ça fait pas très, glamour et Mmh. artistique et machin, mais je le vois aussi comme un produit en me disant: «La finalité, c'est de pouvoir faire produire cette œuvre-là à grande échelle». Donc Ok. en fait, c'est un court métrage, mais c'est avant tout un pilote de série. D'accord. C'est-à-dire que moi, dans mon écriture, à chaque fois, je me dis: «Il faut que j'arrive à jouer sur plusieurs tableaux», à savoir avoir un très bon, proof of concept,
que je peux proposer à des producteurs. Et dans le même temps, il faut que l'histoire se suivisse en elle-même dans ce premier épisode-là pour pouvoir faire en sorte que le film suive un circuit en festival D'accord. et justement avoir plus de visibilité. C'est vraiment une dynamique où c'est du win-win. Et justement, j'ai vu que ton court-métrage a été nommé dans plusieurs festivals, Ouais, un peu partout dans le monde. ouais, Donc, tu t'es déplacé pour présenter tes œuvres. Comment ça s'est passé? c'est ça. J'ai vu Montréal, j'ai vu Bergame, si je dis pas de bêtises. J'ai eu l'Italie, ouais, L'Italie. c'était Brescia, Voilà. à côté de Milan. Il y a eu Los Angeles, il y a eu New York, il y a eu Abuja, il y a eu Amsterdam, il y a eu en France aussi, en Europe. Je crois qu'il y a eu l'Australie, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a C'est un vrai tour du monde. Un vrai tour du monde pour le Pour coup. un premier court-métrage. Pour un premier projet. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu lances ton premier court-métrage, Ouais. tu t'apprends vraiment sur le tas. Ouais, Pendant 1 an et demi, mais complètement. t'apprends sur le tas. Ouais, Mais complètement. comment tu fais pour passer d'un milieu où t'es pas dedans, Ouais. réellement, à un court-métrage qui est nommé, qui est primé, Ouais. si je dis pas de bêtises? Primé, nommé, ouais. Comment ça se passe, du coup? Déjà, il faut arriver à être très exigeant avec soi-même. Ok. Comme tu n'es pas du circuit, tu te dis, bon, tu sais, on est toujours un peu comme ça. Je suis sûr que ce que j'ai fait, c'est de la frappe. Ça doit marcher, c'est sûr. Et dès que tu te confrontes peut-être à ce que peuvent faire des personnes de ta génération ou des gens un peu plus installés dans le milieu, ça te redonne de l'humilité. Et moi, en fait, avant de me lancer dans ce projet-là, Yuri, et je vais peut-être un peu en parler, Bien sûr. parce qu'on sait même pas. À l'instar de Saint-Marc, mon petit village, on sait toujours pas ce que c'est que Yuri, tu vois. Je t'en prie. Je t'en prie. On en profite. Ouais, et en gros, je me suis dit, bon, bah, il faut que je mette la barre haute. Et moi, je suis un passionné d'astrophysique, d'anticipation, de science-fiction. Donc, je me suis dit, si je dois me lancer dans un truc qui me fait kiffer, ça doit être la science-fiction, les effets spéciaux, avec vraiment une portée aussi philosophique sur notre place en tant qu'être humain sur Terre. Ok. Moi, j'ai vraiment toujours été intéressé sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, Youven, qui était votre premier invité dans ce podcast-là, bah, c'est quelqu'un avec qui, au boulot, quand j'étais dans ma première boîte, je l'ai rencontré justement quand j'étais en alternance dans cette boîte-là, on échangeait beaucoup sur finalement notre place en tant qu'individu sur cette planète, et ensuite sur cet univers, et ensuite on avait des débats Question scientifiques, métaphysique. théologiques, c'était la folie, quoi. Mm. J'adorais passer des moments. Donc, si je comprends bien, ouais. juste pour bien résumer, on va prendre l'exemple de Yuri. Ouais. Tu fais l'écriture. Ouais. Tu fais la réalisation. Ouais. Tu fais les musiques. Non. Qu'est-ce que tu ne fais pas, en fait, dans ce... Alors, sur Yuri, je suis auteur, réalisateur, producteur aussi, du coup. Et ce que je ne fais pas, bah, c'est l'acting. D'accord. J'aime bien rester à ma place et plutôt observer, pour le coup. Je fais pas la musique. Pour la musique, j'ai eu l'occasion de bosser avec une personne qui est au Conservatoire national de Paris et Lyon. D'accord. Donc, j'ai préféré déléguer ça aux personnes compétentes, j'ai envie de dire. Le sound design, pareil, c'est une personne très calée. L'étalonnage, les effets spéciaux. Il y a certaines choses qu'on a faites directement sur le plateau et d'autres qui ont été faites en post-production. En gros, Yuri, pour parler de ce projet-là, l'histoire, elle est assez simple finalement. C'est un père et son fils qui vivent dans une dystopie. Dystopie où en fait le manque d'eau devient criant, notamment dans les grosses capitales. Souvent, c'est des problématiques, on se dit, on laisse ça au pays du tiers-monde ou justement à des petits villages. Là, maintenant, ça touche aussi les grandes villes. Et tu as un père et son fils qui essayent un petit peu de s'en sortir dans ce monde-là. Et une nuit, ils vont avoir la visite d'une présence plus que surnaturelle, parce qu'en fait, il y a un alien qui va venir bousculer un petit peu leur quotidien. Et donc, en fait, finalement, moi, les premières personnes, quand je leur ai pitché un peu l'histoire, ils m'ont dit, mais l'histoire, elle est géniale. Mais pour un premier projet, c'est un peu risqué de se lancer dans de la Ça a science-fiction. l'air d'être gros, C'est ça. difficile à mettre en place. Exactement. Surtout que moi, dans le concept art que j'avais en tête, dans mes storyboards, etc., pour moi, le papa, bah, on est dans un monde dystopique, un futur assez proche, mais il faut que tout de suite, l'empreinte science-fiction, elle soit posée. Donc, le papa, par exemple, il avait un bras en exosquelette avec des LED qui, tu comprends que ça l'aide dans son métier parce qu'il bosse pour une grosse boîte entre guillemets, de plomberie qui gère les canalisations d'eau, etc. Donc, il fallait personnifier le papa avec un truc fort et des éléments forts de science-fiction. Il arrive à un moment dans une porte, il y a un hologramme qui doit apparaître pour l'ouverture de sa porte. Il arrive chez lui, comme il y a un manque d'eau et qu'il est ingénieur, le papa, bah, il a besoin d'une machine pour filtrer l'eau. Donc, on a vraiment en réel, on a conceptualisé une machine, on a vraiment créé une machine avec des LED, avec un écran, avec des tubes pour justement que tu aies cet élément de décor qui soit réel et pas mettre trop d'effets de 3D, d'effets spéciaux, parce que malheureusement, ça vieillit assez mal. On a un alien dans l'histoire, et moi, l'alien, en fait, j'ai contacté une prothésiste basée au UK, justement, qui fait des prothèses monstrueuses. En fait, c'est des prothèses vraiment pour le cinéma, mais dans un délire très monstrueux, très machin. Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai cette idée-là, voilà un petit peu le lore de mon monstre, de mon personnage,
voilà ses caractéristiques, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Elle m'a fait des propositions, je les ai commandées, j'ai recruté une make-up artiste Ok. pour dire, bon, on va faire des essais, voilà, est-ce que ça marche bien? Et on a vu que déjà le résultat, c'est-à-dire sans caméra, sans rien, juste visuellement, moi qui regarde l'objet, je me dis, mais ça fonctionne. sur un être humain en plus, hein. Mhm. Je dis, mais waouh! Donc tu es sûr à ce moment-là qu'à la caméra, ça va donner. Et que tu auras ce qu'on appelle une production value juste délirante, quoi. Et donc en fait, ce qui a fait le succès de Yuri, c'est que les gens n'arrivent pas à croire que c'est mon premier projet de fiction. Et ensuite, quand ils voient tous les effets spéciaux, l'alien, etc., ils se disent, mais c'est pas possible, comment tu as fait ça? Avec quel budget? Mm. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai essayé de quantifier du coup réellement ce que ce projet m'aurait coûté. On est normalement autour des 30 000 euros, Ok, si vraiment tu payais absolument tout, d'accord. et si tu faisais faire tout par tout le monde. Mais moi, en fait, vu que j'ai cette petite... j'ai un peu de verbe et j'arrive à convaincre les gens du bien fondé de ce projet, surtout cette promesse que j'irai défendre le projet partout dans le monde, et ben en fait, les gens ont dit OK, on y va. Et le projet était intéressant, il était ambitieux et on a été à la hauteur de ces ambitions-là. Et donc, d'un budget à 30 000 euros, le projet, il m'a coûté 2 000 euros. D'accord. Et le plus cher, ça a été la bouffe. Une grosse capacité de négociation. Une grosse capacité de négociation. J'ai une grosse capacité de rendez-vous à la débrouille. banque juste après pour un crédit IMO. Est-ce que On y va ensemble. est-ce que tu peux m'accompagner? Je peux t'avoir un taux à 0,5, même maintenant. Donc, du coup, un projet qui passe de 20 000 à 2 000, Ouais, tu t'es rapproché quand même de spécialistes dans leur domaine pour monter le projet. c'est ça. Est-ce que tu as eu des conseils ou dans ton réseau autour de toi, tu as réussi à faire appel à des personnes aussi qui pouvaient t'accompagner sur ce projet-là ou sur les autres projets que tu as en cours? Comment ça se passe à ce niveau-là? La personne déterminante sur ce projet, c'est une personne qui m'en voudra pas de le citer, Franck Onouvier. C'est ce qu'on appelle un directeur de la photographie, Ok. ou un chef-op, euh, qui est extrêmement talentueux. Et notre rencontre, elle est très intéressante parce que pendant que je faisais mes études, je faisais aussi de la musique. Et donc, voilà, je fais de la musique. Et qui dit musique dit aussi clip. Donc, moi, toujours passionné d'image, je me dis, je me fais mon premier clip. Et moi, j'ai toujours été dans la scénarisation. J'avais un morceau qui s'appelait Zombie. Et donc, je fais un clip, je me dis, ce serait trop bien d'intégrer des zombies. D'accord. Et donc, je contacte une étudiante dans une école de make-up artiste, spécialisée dans les effets spéciaux. Je lui dis, ouais, j'aimerais faire ça, comment ça se passe? Donc, elle me donne tous les tips. Je lui dis, est-ce que tu voudrais me donner un coup de main sur le tournage? Parce que j'aurais besoin forcément d'une make-up artiste. Elle me dit, ah ouais, trop bien, j'adore ces projets-là. Pour la petite anecdote, en plus, 5 ans plus tard, pardon, elle est aussi là sur Yuri, mon premier cours de. Mon premier Les contacts cours sont pilote de solides. série. Donc, les contacts sont solides. Et on fait ce projet-là. Délire de zombies. Vraiment, on se fait un délire dans un endroit abandonné. Et le résultat est plutôt sympathique. Et en fait, quand je donne ça à un étalonneur, il me dit, oh, franchement, t'as fait ça tout seul, son premier projet? Je dis, ouais. Il me dit, mais c'est trop bien, faut que je te présente quelqu'un. Et il me présente ce fameux Franck. Et moi, je prends le numéro, j'appelle Franck, je dis, je t'appelle de la part de cet étalonneur-là qui s'appelle Kim. Il m'a dit qu'on devrait potentiellement se rencontrer parce que machin. Et donc, il me dit, ouais, rencontre-nous, on se rencontre au Starbucks. Et là, j'ai appris une leçon super importante. C'est que parfois, le timing, quand on te fait rencontrer quelqu'un, n'est pas forcément le bon. Ok. Donc moi, je rencontre cette personne-là, toujours dans mon délire musical, de me dire, on va faire des clips super stylés. Et si j'ai un gros chef opérateur, il va m'aider à vraiment faire des trucs de malade. Et en fait, ce gars-là, il me dit, ouais. Et quand je lui parle de ce projet-là, il me dit, bah écoute, c'est cool, mais tu vois, moi, les clips, c'est pas mon truc. Et c'est pas mon truc, je ne sais pas faire, c'est j'ai d'autres ambitions, quoi. Et il voit tout de suite, en plus, à mon discours, je m'y connaissais pas autant qu'aujourd'hui sur l'aspect cinéma, que je suis très junior. Donc en fait, lui, en me voyant, je pense qu'il voit une certaine régression. Il se dit, si je bosse avec lui, moi, je peux lui apporter beaucoup, mais lui ne m'apporte rien. Il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de ça. Tu peux développer de très bonnes relations amicales avec des gens, tant que dès le départ, on va dire les règles sont posées et les attentes sont aussi posées. Donc moi, quand il me dit ça, ça me fait quand même mal, parce que je me dis, je pensais que j'étais là. En fait, le gars, il m'a fait comprendre que non. En fait, c'est rien ce que tu as fait. Le projet que je lui avais pitché, c'était un projet aussi de SF où je voulais faire un clip avec du drone, avec pareil du make-up, des trucs de fou. Je me dis, avec ou sans lui, je vais le faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc je le fais. Je l'ai jamais sorti ce projet-là. C'était plus un concept, j'ai envie de dire. D'accord. Mais où j'ai intégré un drone que j'avais fait modéliser avec une imprimante 3D, où au VFX on s'était éclaté. Dans le clip, du coup, je jouais. Du coup, j'étais aussi le personnage et l'artiste. Ok. Donc on fait un truc vraiment stylé. Je balance une story sur Insta, mais je crois que c'est 2-3 ans plus tard. Il voit la story, il me dit, mais attends, c'est pas le projet que tu m'avais pitché? Je dis, ouais. Il me dit, t'as un truc que je peux le voir, le truc? Je fais, il sortira jamais parce que j'étais pas satisfait du morceau. rendu. C'est même pas le visuel, c'était le morceau musique. finalement ne collait pas à l'univers que j'avais voulu créer. C'était vraiment un match qui ne marchait pas. Ok.
C'était une musique assez rap sur une histoire d'amour et j'avais essayé d'intégrer ce côté-là et le match faisait très bizarre, donc ça marche pas. Je dis, bon, moi, j'ai jamais eu de complexe à dire, ouais, ça marche pas, tant pis, on a essayé, mais ça reste quand même visuellement un bon produit. Donc, je lui envoie, il me dit, mais comment t'as fait ça? En fait, il me demande comment dire, un making-of, quoi. Ouais, bien sûr. Comment t'as fait ça? Bon, tu déroulais ton projet. Il me dit, ah, mais je savais pas que t'étais aussi ingénieux. Je dis, bah, vas-y, prochain projet, je veux le faire avec toi. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis déjà passé à autre chose. Parce qu'en ayant eu cet échec-là, sur ce clip-là, je me suis dit, j'ai compris un truc. Je me suis dit, en fait, j'essaie de mêler deux passions. J'ai une passion pour la musique et j'ai une passion pour le cinéma. Et parfois, les deux, compliqué de les faire cohabiter. Je me suis dit, mais en fait, je vais faire un truc tout bête. Je vais continuer à faire ma musique et mes scénarios, ma scénarisation, les idées que j'ai, je vais en faire tout simplement des vrais courts-métrages avec du dialogue, avec des trucs. Je dis, let's go. Et je lui dis, ok, écoute, en plus, ça tombe bien parce que j'ai envie de partir maintenant sur des trucs plus cinématographiques. Laisse-moi du temps pour faire mon apprentissage. Parce que ce qu'il m'a dit à notre premier rendez-vous, ça m'a marqué. En fait, il m'a fait comprendre avec ses mots, et en plus, c'est une personne très gentille. Il m'a fait comprendre que j'étais junior. Je l'ai senti. Donc, je lui ai dit, prochaine fois que je me présente à toi, je suis pas prêt. Prochaine fois que je me présente à toi, mon gars, je suis prêt. Je suis prêt. Et du coup, quand il me dit ça, on fait rien c'est 2 ans après ou 3 ans après qu'on vraiment on bosse sur ce premier projet-là ensemble. Et avant ça, moi, je fais toutes mes classes. Conférences, masterclass, bouquins, films. Je me refais une culture cinématographique que je n'avais pas. Je suis les plus gros réalisateurs, en tout cas, qui me passionnent dans le domaine où j'ai envie de me positionner. Et j'apprends énormément. Et quand je me présente à lui, je dis, voilà, j'ai ça. Est-ce que tu veux m'aider? Il me dit, j'attendais ton appel, en fait. On fait ce premier projet-là, et lui m'a permis de prendre beaucoup de hauteur, d'avoir beaucoup de recul, et de ramener... il n'hésitait pas à me challenger. C'est-à-dire, ouais, on pourrait avoir ça. Ouais, mais c'est trop léger. Donc moi, je me dis, ok, d'accord, pas de souci, je vais trouver un lieu encore mieux. Je vais trouver des acteurs encore mieux. Non, il me disait, ouais, j'ai peut-être... Non, il faut des acteurs professionnels. Ok, d'accord. Et je suis d'accord. J'avais écouté une masterclass de... Est-ce que c'est pas Orson Welles, je crois, et qui disait, en fait, tu peux avoir un scénario pourri, si tes acteurs sont au niveau, ça peut te sauver ton film. Et à contrario, tu peux avoir un super scénario, tu as des acteurs pourris, oublie. Donc en fait, voilà, on s'est posé ces exigences-là. Yuri est né. Yuri est envoyé en festival. Donc t'es parti d'ailleurs sur des acteurs confirmés sur le... C'est ça. Le Jonas Dinal, c'est celui qui joue Chris dans Yuri, qui interprète le papa. En ce moment, il a une série il a un film sur Netflix. Il est un des personnages du dernier film de Caris. Sur Netflix. Il était déjà présent sur le cinéma. Il avait une série sur M6 aussi, qui s'appelle Hors Noir. Donc il était déjà en place. Et le garçon qui joue son fils, Demba Dio, pour le citer, il avait joué dans un film Netflix aussi, Les Mignonnes. Il est un des personnages de ce film-là. Il a ensuite tourné dans des clips, dans des projets de pub. Enfin, voilà, c'était vraiment des professionnels qui vivaient de leur art. Qu'est-ce qui fait qu'on va convaincre aussi, du coup, le directeur de la photographie? On a bien compris que c'était un travail un peu sur le temps. Sur le temps. On est en contact, mais ça revient un petit peu sur le temps après, 1 fois, 2 fois, 3 fois, des discussions, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à convaincre en fait à chaque fois? Parce que c'est ça en fait qui est surprenant un petit peu dans ton parcours. T'es pas dedans. Ouais, non. T'es pas dedans. Voilà. C'est un fait. C'est ça. T'es pas dedans. Ouais. Tu te fais violence. Ouais. T'y vas. T'essayes. Et donc il y a du culot. De toute évidence, c'est du culot. Donc ça, c'est quelque chose de forcément d'extraordinaire. Je pense pour les personnes qui n'osent pas entendre que quelqu'un y va et il arrive à décrocher ce qu'il a envie de faire. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est comment tu vends ton projet. Parce que du coup, tu es à l'étape J-. J-, alors c'est plutôt M-6. M-6. Ouais. Et tu vas aller voir des personnes qui sont dans ton réseau. Comment ça se passe exactement pour approcher ces personnes-là? En fait, pour les approcher, comme tu l'as dit, c'est beaucoup au culot. Aujourd'hui, on a la chance, en plus, avec les réseaux sociaux, de pouvoir dire, lui, il est visible, je l'ai vu dans ça, donc allons-y. Et quand tu commences justement à avoir une famille cinématographique autour de toi, entre guillemets, à commencer par le chef-op, lui, il peut te dire, une fois, j'ai bossé sur un projet, peut-être qu'on peut demander à un tel s'il peut nous filer le numéro de ce gars-là. Donc, un numéro, je pense que tu t'en doutes, c'est assez facile à avoir finalement. Ça a toujours été très facile à avoir si tu avais le bon contact. Ensuite, comment les convaincre? Je pense qu'avant tout, il faut respecter les personnes. Quand je dis respecter les personnes, c'est pas bonjour, comment ça va, je t'offre un thé. Non, le respect, ça passe par je sais où tu en es au niveau de ta carrière, je sais potentiellement ce que tu as envie de faire, je sais quels sont les défis que peuvent rencontrer des acteurs et des actrices. Je sais aussi quel genre de défis peuvent rencontrer des acteurs et actrices noirs en France. Donc déjà, moi, dans mon esprit, j'essaie de m'approprier tout ça et de me dire, OK, qu'est-ce que je peux lui apporter avant que lui m'apporte quelque chose. D'accord. Ce que lui peut m'apporter, c'est indéniable. Le talent, la visibilité
et la certitude que j'aurai en face de moi une personne professionnelle Bien qui sûr. va comprendre le projet, le porter, et cetera. Par contre, moi, derrière, si j'ai rien à lui apporter, bah, je serais même le premier à lui dire: «Écoute, aujourd'hui, j'ai rien à t'apporter, va avec Et quelqu'un d'autre». qu'est-ce que tu avais à apporter du coup? Bah, moi, ce que j'avais à apporter, c'était un projet où en fait, un comédien ou une comédienne, issu de la diversité, comme on l'appelle, va avoir une place, je dirais, une place valorisante. Et la valorisation, ça passe pas forcément, je vais pas forcément te faire un personnage badass, qui va Mmh. sauver le monde, non. Ça va être un personnage où avant de te coller des étiquettes auxquelles tu es, parce que Jonas, quand on le voit, c'est quand même un beau bébé, il est grand, il est Mmh. costaud et généralement, effectivement, dans son parcours cinématographique, bah, c'est souvent des rôles où il joue potentiellement un flic ou un voyou. Tu vois? On va le cantonner, enfin Dans moi, de une ce que j'ai case. observé, on va le cantonner dans ces cases-là. Mmh. Et moi, j'arrive en lui disant: «Non, moi, pour moi, tu vas arriver avec une certaine douceur parce que tu vas incarner une figure paternelle. Tu as un fils qui est un génie de l'astrophysique. C'est vraiment son fils, littéralement, c'est un génie. Et donc, tu dois en fait composer avec l'esprit de ton fils qui est très vif. Et en plus, tu dois composer avec le fait que tu vis dans un monde qui est très compliqué pour toi et ton fils. Tu n'arrives pas à subvenir complètement à ses besoins. Mmh. Donc, on joue avant tout sur du drame. Bien sûr. Ensuite, je te mets en plus un enrobage pardon, SF qui fait que bah, forcément, ça attire l'œil. Tu vois, si je choisis aussi ce créneau-là, c'est pas pour rien. Je sais que moi-même, c'est des choses où l'histoire peut être très basique, mais il suffit que tu me titilles avec des petits éléments. Je me dis waouh, pour que ça m'intéresse. Donc, moi, effectivement, je lui dépeins tout ça. Et ensuite, bien sûr, je dis voilà les conditions dans lesquelles on va faire le tournage. Mmh. C'est pas un tournage où tu vas arriver où on connaît pas les postes, en fait. Tu auras des assistants, vous aurez des assistants pour vous. Il y aura une régie, il y aura un chef-op, qui aura son assistant. Moi, en tant que réal, j'aurai mon assistant. En fait, je vous mets tout de suite dans un environnement très professionnel. Et quand tu leur dis ça, bah, les gens ils se disent: «Bon OK, on est entre de bonnes mains, le gars a le discours, on peut y Ouais. aller, on peut lui faire confiance». Mmh. OK. Et L'honnêteté de l'honnêteté, savoir ah oui, qui tu es, exactement. et le côté aussi, projet que, finalement il n'aurait pas spécialement eu, pas assez. Pas assez, pas assez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en France, on a un petit peu de retard. Je dis un petit peu parce que dernièrement, j'ai vu 2 films qui m'ont champ que vraiment je me suis dit: «Waouh, il y a des trucs vraiment sympas qui sont en train de se passer». On a un peu de retard sur, les pays anglo-saxons et sur les États-Unis. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, aux États-Unis, je peux te citer, 4-5 acteurs noirs, facile où tu vois les rôles, tu te dis: «Waouh!» On se pose pas la question, est-ce qu'il est noir ou pas noir ou est-ce qu'il est, issu de la diversité ou non. Tu vois la performance, tu dis: «Waouh, le mec est Bien fort». En sûr. Angleterre, pareil. En France, on te cite qui? Omar Sy. Après on ça galère un peu, quoi. Ouais. Donc et pourtant, en termes de diversité, bah, on n'a rien à envier aux Ét aux en Angl à au Royaume-Uni. Mmh. Pareil par rapport aux États-Unis, on n'a rien à leur envier en termes de diversité, quoi. Donc je me dis: «Il y a peut-être un truc à jouer, un truc à faire sur donner de la visibilité dans des rôles que tout le monde pourrait incarner». Ce que je dis, ça a rien Non, c'est de normal. d'incroyable, Ça hein. devrait être Ça normal. devrait être normal. Ouais, c'est le monsieur tout le monde qui joue le rôle de monsieur tout le monde, en fait. Exactement. Dernière partie, Déjà? j'en profite parce que le temps file Trop vite. et c'est intéressant. En plus, une pipelette. Non, mais moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, c'est agréable. Ouais. Par rapport à toutes tes expériences, on n'a pas eu le temps de les effleurer toutes, Ouais. malheureusement dans le détail. Mmh. Mais je suis sûr qu'on sera amené à se revoir autrement et J'espère, hein. tu es le bienvenu ici. Oui. Tu es dans ta maison. J'ai déjà annoncé que j'allais poser, un sac de couchage et voilà, Pas de souci, on a la place. parfait. Voilà. Mais est-ce que, pour quelqu'un qui se lance, Mmh. on va vraiment se focaliser, si tu me le permets, sur cette Oui. partie artistique Ouais. qui est pour moi super intéressante. Si quelqu'un se lance demain Mmh mh. à ta place Mmh. et que justement il n'a pas les contacts, il n'a pas forcément de gros moyens, etc., est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils à donner à cette personne qui se lance Mmh. pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs? Le premier conseil que je vais donner, c'est déjà avoir des certitudes sur ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir d'où tu pars. Parce que la pire des choses qui peut t'arriver, c'est de devoir te lancer peut-être trop vite et le peu de contacts que tu as qui auraient pu finalement te faire passer des étapes ou te permettre justement de concrétiser ton projet, ils vont déjà te catégoriser en disant: «Il est pas bon. Mmh. Il a voulu aller trop vite, le résultat qu'il nous propose n'est pas au niveau, on veut pas bosser avec eux, on veut pas bosser avec cette personne-là». Donc c'est déjà prendre le temps, quand on a une idée, d'essayer de s'entourer, en tout cas de demander conseil. Un conseil, tout le monde pourra te le donner. Je sais que récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui avait fait les effets spéciaux, de la dernière série Netflix, Mercredi, Wednesday, D'accord. tu vois? Les gens sont super accessibles, tu vois?
essaies de trouver le technicien qui a bossé sur ça. Tu dis, ah bah écoute, voilà, j'ai fait ce truc-là en SF. Est-ce que c'est au bon niveau? Le gars, il te dit tout de suite. Ne prends pas de gants, de toute façon, on se connaît quasiment pas. On te dit tout de suite. Être prêt à accepter la critique d'emblée. Non, ce que tu fais, c'est nul. Prends le temps d'apprendre, réécris, peaufine ton art et reviens quand tu seras vraiment prêt. Ça sert à rien d'essayer de se précipiter. Ça va juste potentiellement te gratter des cartouches. Bien sûr. Je vais dire un truc aussi assez paradoxal. C'est avoir conscience de ça, avoir assez de recul pour se juger notre position là-dessus, mais avoir aussi un peu d'audace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personne va. Moi, aujourd'hui encore, je suis personne en fait dans cette industrie-là. Je suis pas attendu, je suis personne. C'est à la fois une force et une faiblesse. La faiblesse, c'est que c'est plus compliqué. Il faut user de ses ressources, de sa tchatch. Mmh. Il faut être très rigoureux dans tout ce que l'on fait parce qu'on nous donnera pas deux fois notre chance. Bien sûr. Mais en même temps, vu que personne m'attend, je peux tenter des choses, je peux faire des choses, je peux continuer à proposer. J'ai pas de complexe. J'ai pas fait d'école de cinéma, donc l'avantage en plus, c'est que j'ai pas de carcan ou de règles qui viennent me dire non, ça doit être fait comme ça et pas comme ça. Mmh. Vraiment, je suis libre d'expérimenter, de tenter, tout en respectant les fondamentaux. Faut pas non plus se dire je suis le prochain Kubrick qui va révolutionner le cinéma. Non, tout a quasiment déjà été fait, mais tu peux arriver avec une patte originale, avoir des fondations solides et faire ce que tu as à faire. Donc c'est le fait de pas venir du carcan, forcément, ça aide. Ah, ça aide. Une liberté. Ah, moi, pour moi, c'est un truc de fou. Pour faire une petite digression rapide, donc je fais Yuri, et dans la même année, du coup, en premier assistant réal, je prends une personne qui sort d'école de cinéma. D'accord. C'est un petit jeune, il a fait une école de cinéma très connue en plus qui s'appelle l'ESRA. Donc c'est une école assez connue en France, qui forme de très bons techniciens, de très bons créatifs et tout. Et donc il est sur le premier projet. On le fait et je pense pour lui, c'était un gros projet. J'ai senti même qu'il avait, plus de pression que nous. Tu vois? Il était plus, «Ah attention, le timing, machin», il était très machin. Là où nous, on avait cette rigueur-là, mais on était plus détendus D'accord. là-dessus. Lui, il était vraiment et je pense que ça nous a même servi d'avoir quelqu'un, machin. Et moi, dans la foulée, on finit Yuri, je me dis: «Bon, bah, attends, j'ai un deuxième scénario, beaucoup plus long, plus de lieux, plus de personnages. J'ai envie de monter en puissance maintenant» et j'ai un deuxième projet, qu'on appelle Ophio, qui reprend un petit peu les codes de Last of Us finalement, sur le lore de mon monstre encore une fois. Le côté parasite qui va prendre le contrôle d'être humain et cet être humain à la différence de Last of Us où tu te transformes en zombie, moi tu te transformes un petit peu en super-homme, très manipulateur qui va essayer de s'immiscer dans un certain milieu. Donc on arrive là-dedans et je lui dis: «Vas-y, j'ai déjà ce projet-là, on y va». Et lui il a dit: «Ah non, machin, c'est trop tôt, attention, machin. Attends, je peux voir. C'est compliqué, t'es sûr? Regarde là, il y a plein de lieux». En fait, j'ai senti beaucoup de crainte qui pour moi, normalement, ses études et le travail qu'il a pu faire, Mmh. pendant qu'il était dans son Il aurait cursus, permis de s'en affranchir. bah, normalement, voilà, pour Mmh. moi, c'est l'inverse. C'est ces difficultés-là, grâce à ton background et tes études, tu es censé dire: «OK, on va faire ça comme ça doit pas te ramener de la peur». Là où moi, le fait de ne pas avoir finalement, du coup, ce background-là, je me dis: «Non, mais j'ai ma vision, je vois à peu près comment on peut le faire. T'inquiète pas, ce sera pas compliqué». Et finalement, il a pas pu monter à bord parce qu'il avait cette crainte-là. Mmh. On est allé jusqu'au bout du projet, c'était phénoménal. Et là, ce projet, il est en post-production et ça va être, ça va être, je le sais, j'ai Et assez de ça, le recul pour manque dire, d'audace, ça lui a fait louper le train. malheureusement, Ouais. tu vois, malheureusement. Mais ce projet-là est meilleur que Yuri, tu vois. Mmh. Et une fois que j'ai fini ce truc-là en post-prod, bah, moi, j'ai toujours eu ce côté très productif. Là, je bosse sur un projet d'animation, que je vais faire de moi-même. J'ai déjà commencé d'ailleurs en full 3D. Donc voilà, j'ai envie à chaque fois de me challenger, de me dire, vas-y, on va mettre la barre un peu plus haute. Mmh. Donc ne pas hésiter ouais, tu m'as demandé trois conseils, j'ai encore fait une digression, mais Ça me va. être sûr de ses forces dans un premier temps, de vraiment, voilà, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire, et ne pas avoir peur de faire ses classes et de prendre le temps avant de vraiment de s'exposer. Bien sûr. Une fois qu'on est prêt, on se dit ok, c'est bon, c'est le moment, on tente, on est audacieux, On y va. on demande, voilà, c'est toujours bien si tu es un professionnel de l'industrie qui croit en toi, qui veut t'aider, c'est toujours mieux. S'il peut pas, et ben tu y vas, tu prends ta caméra, ton téléphone et tu tentes des trucs, tu produis, tu produis, tu produis. Et ce petit portfolio que tu auras va faciliter ton contact et tes relations avec les autres qui voudront t'aider. Et troisième, c'est une fois que tu es dans ça, ne t'arrête pas de produire. Produis, 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 produis. Sois actif. Et à un moment donné, dans tous tes projets, il y a forcément un truc qui va attirer le regard, qui va attirer l'attention. C'est peut-être ce projet-là qui va te faire décoller, quoi. On espère que ce sera le projet en post-prod, du coup. Ouais, bah en fait, Yuri, déjà, il est déjà en train de me donner des opportunités plutôt sympas. Et celui-là, juste pour que les personnes sachent, celui qui va sortir, on peut déjà donner le nom et... Le projet d'animation, Oui, il va s'appeler Silent Schemes. Donc, c'est un projet qui va être, du coup, dans la stratégie plutôt axée monde. Enfin, il sera en anglais pour viser un maximum de personnes, pour le public plus coup. large. Voilà. Et ce projet-là, c'est un espèce de cluedo dans un immeuble où voilà, il y a
un crime qui va se passer dans cet immeuble-là. Et l'idée, c'est épisode par épisode de découvrir qui a commis ce crime-là, quoi. Et en full animation. Prochain projet donc à venir. En cours et à venir, ouais. Super. Baki, je voulais déjà te dire un grand merci. Merci à vous d'avoir pour passé l'invite. cette petite heure avec nous. Pouah, déjà 1 heure. Et je suis sûr qu'on se reverra d'une manière ou d'une autre pour parler de tes futurs projets. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis aussi. Ouais. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux, sur les bios, vous renseigner sur la personne qu'on a reçue aujourd'hui, Baki, et aller mettre un gros coup de force à son travail. Voilà. Ça ferait plaisir. C'était l'épisode 2. À la semaine prochaine. Check.